Alors, mes 3 conseils sur le Customer Success Management sont: le premier conseil, c'est de promouvoir l'écoute active, voire la naïveté. Qu'est-ce que je veux dire par là? En tant que Customer Success Manager, votre boulot, enfin plutôt notre boulot, c'est de maximiser l'usage du client et de l'aider à tirer le maximum du produit qu'il a acheté, de la solution pour laquelle il a décidé d'aller. Pourquoi une entreprise engage un Customer Success Manager? La société engage un Customer Success Manager parce qu'ils ont besoin de créer un lien additionnel avec le client, d'aller au-delà du rapport fournisseur-client et de créer un vrai rapport de partenariat. Et en tant que Customer Success Manager, alors je ne sais pas à qui je m'adresse, à des commerciaux, à des Customer Success Managers, mais en tout cas, c'est le job du CSM de s'assurer que les besoins du client sont bien compris, il doit bien comprendre où est-ce qu'ils veulent aller, comment, etc. Et pour ça, il ne faut pas assumer que tous les clients se ressemblent. C'est pour ça qu'il faut poser des questions, bien écouter les réponses. Donc, d'où l'écoute active, toujours reposer des questions, voire répéter ce qui a été dit par le client pour bien comprendre quelles sont ses priorités. Et puis, promouvoir la naïveté. J'entends par là ne pas assumer que le client connaît la solution. Peut-être que c'est pas lui qui a acheté le produit, c'est peut-être son boss. Peut-être qu'il a été parachuté sur la solution achetée sans forcément connaître des choses. Donc, ne pas hésiter à poser énormément de questions pour bien comprendre le contexte du client. Et c'est justement en connaissant bien le client qu'on arrivera à bien l'aider. Ouais, alors juste, je rebondis sur ce que tu dis que tous les clients sont différents. Parce que justement, moi par exemple, tu vois, nous, nos clients, c'est des SaaS B2B. Et tu peux te dire, ouais, tous les SaaS B2B, ils vendent une solution, un software. Et ils vont avoir des problématiques similaires. Et en fait, tu te rends compte que quand on commence à travailler avec eux, quand on commence à leur parler, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des SaaS qui vendent à du SMB, il y a des SaaS qui vendent à du mid-market, il y a du SaaS qui vendent à du enterprise. Et justement, c'est des choses que ça va être des problématiques très différentes en fonction de chaque équipe, alors qu'ils vendent en théorie un même produit. Et après, ensuite de ça, tu as leurs clients qui vont aussi être différents. Si c'est des restaurateurs, ils ne vont pas utiliser les mêmes canaux. Enfin, il y a plein de choses qui sont comme ça. Et au final, tu te rends compte que tu penses que savoir que tous les clients sont Les mêmes. égaux, mais ce n'est pas le cas. Effectivement. Donc, Et je rajouterais plus, excuse-moi, en termes opérationnels, ouais. que le fait de bien comprendre les clients et les différences entre les clients va te permettre de mettre en avant une fonctionnalité quand chez un autre client, t'en parleras même pas. Ouais, ouais c'est ça, parce que de toute façon, tu sais que généralement, quand tu as un outil, enfin, que ce soit ton téléphone ou que ce soit un software que tu utilises que 20% des fonctionnalités. Et donc, en fonction des besoins de ton client, tu vas te focus sur ça. Et on va dire, comment tu fais tu disais qu'il faut poser beaucoup de questions. Donc, par exemple, on va prendre. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas que tu as eu récemment, de comment tu l'as approché, justement pour pas rentrer en te disant bah, c'est un client, et généralement ce type de clients, ils ont ces problématiques-là. Juste pour donner un exemple. Alors, récemment, non, puisqu'aujourd'hui, je suis Digital Customer Success Manager et j'ai changé d'approche, mais on en reparle plus tard. Par contre, je peux te parler de mes expériences précédentes. Ce qui s'est passé ce qui se passait dans mes expériences précédentes, pardon, c'est que j'arrivais au rendez-vous après avoir été briefée par le commercial et cette passation, ce qu'on appelle également handover, est critique pour bien comprendre comment s'est passée la négociation commerciale, est-ce qu'ils étaient pour le client, qui était pour l'achat de la solution, qui n'était pas pour déjà arriver un petit peu en terre connue. Et puis surtout éviter de faire répéter au client ce qu'il a déjà dit au commercial. On doit se présenter à l'entreprise cliente comme une entreprise et non pas comme le sales, puis le CSM, puis le support. Il faut éviter de faire répéter aux clients des choses qu'il a déjà dit à nos collaborateurs. En termes d'écoute active, ce que je fais pour le kick-off, donc le premier rendez-vous avec le client, c'est que j'arrive avec une présentation toute bête de la solution, mais avec des slides très minimes, très minimalistes.
Euh, Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous avez acheté ça? Quel était votre pain point? Pourquoi vous avez acheté la solution aujourd'hui et pas avant? Qu'est-ce qui pourrait bloquer les changements? Finalement, des questions très larges qui pourraient s'adresser à n'importe quel software, mais les réponses vont être différentes en fonction des entreprises. Et c'est justement en fonction des réponses pardon, que vont formuler mes interlocuteurs que j'ai pu m'adapter. Et justement, au-delà de la naïveté, et l'écoute active qui va me permettre de dire mais attendez, vous dites ça, mais vous dites ça, est-ce qu'on est bien d'accord que la priorité dans l'entreprise aujourd'hui c'est par exemple fixer des rendez-vous à grande échelle pour atteindre plus de ROI pour les commerciaux par exemple, ou est-ce que c'est plus gagner du temps? Et dans ce cas-là, enfin, je sais pas, j'ai pas ton software en tête, mais en tout cas, bien identifier les besoins, les priorités et puis les challenges pour mener à bien le rendez-vous. L'objectif de cette écoute active, c'est qu'à la fin du rendez-vous, on reparte avec des objectifs SMART, des KPI SMART. Donc, Pour ceux qui écoutent, tu peux rappeler ce que c'est SMART? Bah, comme je ne les ai pas en tête, je te laisse la main. Alors, je les ai plus en tête. Voilà. En gros, c'est des chiffres qui doivent être concrets, mesurables, c'est-à-dire dire au client, bah ok, on se dit que vous allez renouveler la solution avec nous l'année prochaine si on arrive à vous faire atteindre ce résultat. Mais ce résultat, ça ne doit pas être, par exemple, aller sur la Lune. Ça doit s'adapter aux moyens que l'entreprise a à disposition, aux moyens que l'entreprise est prête à mettre en charge. C'est vraiment un accord. Ouais, moi, c'est un truc, tu vois, les CSM, ça fait quoi? C'est peut-être 2 ans à peu près que je travaille avec des CSM. Et avant, c'était un truc que je comprenais pas forcément. C'est que vraiment, la mission du CSM, c'est faire que ton entreprise avec qui tu travailles, elle soit successful avec ton outil. Et justement, quand j'avais vu quelques appels avec des CSM, j'avais pas vu tout cet aspect qu'il y avait en fait sur les objectifs sur lesquels il y a travaillé ensemble avec eux. Parce que pour moi, c'était OK, on fait l'implémentation, mais derrière, en gros, pour moi, un CSM, c'était il fait l'implémentation dans l'entreprise et ça s'arrêtait là. Maintenant, derrière, il y a tout le travail bien sûr, d'adoption de l'entreprise, mais aussi de est-ce que ça les aide à remplir l'objectif. Au-delà de ça, il y a d'autres objectifs. Pardon. Non, vas-y. Il y a plein d'autres objectifs qui doivent être remplis, tels que le succès de la gestion du changement, parce que c'est un vrai objectif qui est trop sous-estimé de la part des entreprises qui vendent. Il y a l'accompagnement et puis il y a le fait de relancer des comptes qui sont inactifs. C'est un gros challenge, ça, pour nous aujourd'hui. Quand tu dis que c'est un gros challenge, c'est déjà comment tu fais pour le voir et qu'est-ce que tu fais quand il se passe ça? Bah, aujourd'hui, pour identifier qu'un compte est inactif, on a plusieurs moyens de le voir. Soit on voit qu'on a un outil de CSM et on voit que il n'y a pas du tout d'usage en fait sur la plateforme, personne ne se connecte, le produit n'est pas du tout utilisé. On n'a pas d'outil de CSM et dans ce cas-là, on peut aller voir directement sur la participation aux événements ou l'engagement que le client a avec l'entreprise. Et dans ce cas-là, ça va être, s'il n'y a aucun taux de réponse, on va commencer à s'inquiéter. Ne serait-ce que pour checker au-delà de l'usage, est-ce qu'il commence à aller voir le concurrent, ou alors même des études type NPS, CES, ticket au support. Est-ce que le client répond à des petites études toutes bêtes, quoi. Et pour contrer ça, ce qui est pas mal, c'est d'utiliser la pyramide des contacts. Donc, afin de s'assurer qu'on va toujours avoir un point de contact au sein de l'entreprise cliente, il faut qu'on ait un contact au niveau du decision maker, donc le signataire, 2 contacts au niveau de l'implémentation, on va dire donc les chefs de projet, et 3 contacts, donc 3 personnes à contacter pour les utilisateurs finaux. Et ça nous permet s'il n'y en a pas un qui répond, on sait où aller piocher. Ouais, donc du coup, c'est pas juste avoir un contact, parce que ça, il y avait un cas dans la boîte où je travaillais avant, on travaillait avec Amazon dans je sais plus quel pays, mais en gros, on a perdu le deal parce que sur toute la relation qu'on avait eue avec eux, il n'y avait qu'un point de contact et le point de contact, il est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 mois après, le contrat était fini. C'est tout à fait ça.
Et du coup, juste moi, c'est plus une question pour essayer de comprendre un peu plus. Là, tu disais quand il n'y a pas d'utilisation, par exemple, par des utilisateurs, est-ce que tu considères ça déjà que c'est un compte à risque ou il y a d'autres critères à prendre en compte? On peut parler du framework qu'a mis en place Gainsight, qui est super intéressant Ouais. pour identifier qu'un compte est potentiellement un risque. Un compte est potentiellement un risque s'il n'est pas bien déployé, donc s'il n'est pas bien onboardé. Donc ça représente 25% de risque. C'est le framework qui s'appelle DEAR, donc D-E-A-R, donc D comme déploiement, E comme engagement, et là c'est le relationnel client dont on a déjà parlé, A comme adoption, dont on a également parlé, l'usage sur la plateforme, et enfin R comme ROI, est-ce que le client voit de la valeur ajoutée à travers le produit qu'il utilise. En gros, il peut faire tout ce qu'on lui demande sur la plateforme, mais si ça lui sert à rien, évidemment qu'il va partir. Et plus un compte a un haut potentiel, un haut pourcentage de risque, parce que les 4 piliers sont checkés, plus le compte est potentiellement à risque. Donc évidemment, un CSM, sauf cas exceptionnel, n'a pas qu'un seul compte à traiter, il en a plusieurs. Et donc ce framework qui s'appelle DEAR, lui permet justement d'ajuster un petit peu, enfin de prioriser les comptes à appeler et à sauver en priorité.